au sud du Massif central, sur le plateau d'Olobrac, on peut admirer les gentianes lutéa. Elles prospèrent à une altitude au-dessus de 1000 mètres sur tous les massifs montagneux de France. Mais c'est sur ce plateau d'Olobrac que j'ai pu les observer et les suivre pas à pas pendant toute une année. Elles sont présentes que dans les secteurs non cultivés. Elles ont des racines tubéreuses qui atteignent plus d'1 mètre de longueur, qui ont en moyenne de 4 à 6 cm de diamètre, d'un goût très amer et les herbivores ne les mangent pas. Sur ce plateau, avec ces anciens cratères volcaniques qui se sont remplis d'eau, ce qui donne de très nombreux petits lacs. Ce plateau, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, où en moyenne, pendant l'hiver, sont couverts de neige pendant 4 à 5 mois. Et pendant cette période, les gentianes lutéa ont perdu leurs feuilles et vivent sur leurs réserves. Mais les hivers, où il y a très peu de neige, ou pas du tout, la nature est brûlée par le froid. Car au-dessus de 1000 mètres, le vent y est très violent et le froid très intense. Et dès que le printemps arrive, la nature redémarre et ses immenses étendues reverdissent. Et dès le mois d'avril ou le mois de mai, l'on peut commencer à admirer les gentianes lutéa, avec ces bourgeons qui ont démarré dans le sol. Au début, marron, et au contact du soleil, ils se développent, ils épanouissent leurs feuilles, vertes, larges et nervurées, où chaque pied a développé plusieurs racines, où il y a plusieurs méristèmes, formant des petits groupes de feuilles plus ou moins nombreux. Où chaque méristème qui a développé son bourgeon, petit à petit développe une tige centrale, qui deviendra au fil des jours une tige florale pouvant atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur. Ce développement se produira pendant le mois de juin-juillet, au moment où ces immensités de prairies se couvrent de milliers de fleurs. Le développement de ces gentianes tout le long de cette tige florale donne des bouquets de fleurs par étage, ce qui fait sa curiosité et tout le monde la remarque. Et suivant les années, c'est au mois de juillet-août que leurs fleurs s'épanouissent. Les pétales peu nombreuses, au nombre de 5 ou 6, sont longues de 4 à 5 cm et étroites de 5 mm. Le pistil se présente au bout des fruits, qui lui est peu développé car il n'est pas encore fécondé. Le pollen contenu dans ses poches qui s'ouvriront quand il fera bien chaud, en libérant tous les grains de pollen qui seront soit emportés par le vent, qui souffle très fort sur ce plateau, ou distribués sur le pistil par les insectes.
ce qui provoque la fécondation et petit à petit les fruits se développent. Ces gentianes lutea n'aiment pas l'ombre. Elle prospère toujours en plein soleil et on ne la trouve jamais sous les bois. Mais la gentiane lutea adore la proximité des roches qui dégagent pendant l'été beaucoup de chaleur. Et ces plantes adorent ça, ce qui accélérera le développement des fruits, qui présentent une curiosité. Ils gardent le pistil à leur sommet. Ils se sont développés de 3 à 4 cm de longueur et ont à leur base de 2 à 3 cm de diamètre. Et fin août, début septembre, lentement ces fruits sèchent. Et au mois d'octobre, par des journées très ensoleillées, les fruits éclatent et livrent leurs graines. Elles sont rondes, plates, de 4 à 5 mm de diamètre, sur quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur, ce qui les rend très légères et en plus, elles sont papyracées, entourées d'une feuille brillante très mince, ce qui leur permet d'être emportées par le vent qui souffle très fort sur ce plateau. La gentiane lutea avec ses racines tubéreuses, qui sont ces réserves de sucre dont plantes succulentes leur permettant de résister au mois d'hiver glacial de ce plateau qui gèle les lacs, mais aussi pendant l'été aux périodes très sèches qui sont très courtes mais violentes, car l'ensemble du plateau étant qu'une immense caldeira n'a qu'en moyenne que 50 cm de profondeur de sol arable dépourvu d'argile, qui sèche très rapidement en faisant mourir la végétation en surface. Picous, tu es tout bleu, tu trembles, qu'est-ce que tu as? Oui, j'ai gagné le marathon des neiges sur le plateau d'Holobrac et j'ai reçu le cadeau. Et depuis, je tremble et il me fait peur. Surtout qu'ils m'ont dit il est un peu sauvage. Il pèse 800 kilos, il est tout en muscles et tout le monde s'en va quand il le voit. Si tu veux, trompette, je te le donne. Tu pourras lui donner à manger des cactus. Oyez, oyez! Au moment où je réalise cette vidéo, nous sommes en pleine crise énergétique. Et pour ne pas alourdir notre budget pour le chauffage de la serre, il nous faut essayer de faire des économies. Je signale au passage que 80% des cactacées peuvent être cultivés en serre froide. Et pour cela, il faut régler le thermostat pour le chauffage de la serre à 0 degré ou moins 2 degrés.
à la seule condition que les plantes soient très sèches, que le dernier arrosage a été effectué au mois de septembre, et cela peut durer jusqu'au mois d'avril. Mais malheureusement, toutes les plantes à céphalion ou d'autres espèces tropicales demandent normalement des températures pendant l'hiver entre 12 et 15 degrés. Ce qui est mon cas, et là, la note s'alourdit. Mais depuis quelques années, je fais des essais d'économie et j'ai ramené cette température à 10 degrés sans aucun dégât pour mes molocactus, discocactus et autres. Mais toujours la même condition que les plantes soient très sèches. L'on peut aussi, si l'on cultive les plantes en pot, séparer la serre en deux avec du plastique bulle. D'un côté, les plantes fragiles chauffées à 10 degrés et de l'autre côté, les plantes qui supportent le froid. Diviser le volume à chauffer de la serre, c'est faire de très grosses économies. Pour ceux qui cultivent les plantes en pot, on peut aussi les poser sur du plastique bulle que l'on peut faire déborder sur les côtés et qui servira à les recouvrir directement sur les plantes aux périodes de grand froid. Ce n'est pas esthétique, mais c'est très efficace, ce qui permettra de baisser encore le thermostat. Car il n'y a pas pour le moment de petites économies.